à tous et à toutes et bienvenue à cette rencontre donc dans le cadre du festival Lire à Limoges, rencontre virtuelle avec Karen Ponte. Bonjour Karen Ponte. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour parler de votre carrière d'écrivaine et pour parler de votre dernier livre, La lumière était si parfaite. C'est un très beau titre aux éditions Fleuve. Alors Karen Ponte, je vous présente, vous êtes une romancière qui a une histoire dans l'édition assez particulière. Là, déjà, quand on regarde la liste des romans que vous avez publiés depuis 2016, c'est vrai que ça commence à faire. C'est assez phénoménal. Vous en avez publié 9 en 5 ans, depuis 2016. Vous avez commencé par Un merci de trop, donc, qui a été publié en 2016 chez Michel Lafon. Mais on va parler quand même du contexte et de la façon dont vous êtes arrivé à passer des mots tapés sur la feuille blanche au livre concrètement. Et puis, il y a eu ensuite Tu as promis que tu vivrais pour moi, avec des si et des peut-être. Il y a eu Gros sur le cœur, D'ici là, porte-toi bien, Vous faites quoi pour Noël, Et ton cœur qui bat. Et après, il y a eu Vous faites quoi pour Noël, Le retour, On se marie. Et enfin, donc, La lumière était si parfaite. Là, vous êtes passé aux éditions Fleuve. Alors, tout ça commence, si j'ai bien compris, par un blog Des mots et moi qui est lancé en 2013. Là, vous aviez, parce que vous ne travaillez pas du tout d'abord dans la littérature. Ah non, pas du tout. Rien à voir. Vous êtes dans quoi? Dans le secteur juridique? Alors moi, je suis juriste de formation et je travaille dans le secteur de la formation, justement, en formation continue. Donc rien à voir avec ni l'édition, ni la littérature, rien à voir. Mais vous vous mettez à écrire, donc d'abord ce blog dans lequel vous confiez votre vie, vous racontez, oui. Voilà, comment ça se passe? Alors en fait, l'écriture était au départ un rêve de gamine. C'était le métier que je voulais faire plus tard. Je mettais à l'école que je voulais être écrivain quand je serais grande. Et puis, je me suis auto-convaincue que j'étais nulle, que j'avais pas de talent, pas d'imagination, rien, sans que personne de l'extérieur ne m'y ait poussée. Et donc, je me suis auto-censurée pendant des années. Donc, j'ai fait des études totalement différentes, etc. Mais j'avais toujours ce rêve au fond de moi d'écriture parce que je suis une grande lectrice et que je trouve ça tellement exceptionnel de faire ressentir des émotions par les mots. Et en 2013, en discutant en fait sur les réseaux sociaux, j'ai des copains qui m'ont dit mais franchement, tu devrais écrire un blog, je suis sûre que ça serait sympa, etc. Et en fait, ça m'a paru moins énorme comme chemin, moins illégitime. Et donc, j'ai ouvert ce blog, effectivement, en juin 2013. Et ça a tout déverrouillé, en fait. Ça veut dire que j'ai commencé à écrire un billet, 2, 3, puis 100, puis 200. Et puis, j'avais des retours et j'ai écrit des nouvelles. Et en fait, voilà, le verrou que j'avais mis toute seule à l'âge de 10 ans, s'est levé grâce à ce blog. Et vous faisiez partie, vous faites partie de ces blogueuses. Il y en a eu finalement assez peu qui, au moment où tout le monde, il y a eu cet engouement pour le blog, tout le monde s'est mis à ouvrir plus ou moins. Même moi, je vais ouvrir un petit blog ou 2 ou 3 dans lesquels on raconte des trucs. Puis on ne s'astreint pas vraiment à l'exercice, ça prend pas. Mais il y a eu quelques blogueuses comme ça qui ont marché, qui ont eu plein de followers, qui ont vraiment fait une différence. Moi, j'en ai suivi pas mal et que ça faisait du bien en fait. On partageait sur sa vie, on lisait les histoires de vie. Ça rendait un peu. On s'est rendu compte qu'en fait, on n'était pas toute seule et qu'il y avait plein de femmes, plein de mères, plein de personnes qui vivaient, qui partageaient leur vie. Et il y a eu quelque chose comme ça en termes d'échange. Et j'ai l'impression que c'est important pour vous dans votre carrière littéraire. Ah oui, ce blog, alors déjà j'y tiens beaucoup parce qu'effectivement ça a été mes premières armes d'écriture et puis mes premières rencontres finalement avec les lecteurs. Et c'était en fait, c'est une occasion de manière très instantanée de réagir sur une émotion. On écrit une page ou 2, hop, on publie. Enfin, c'est vraiment, moi je trouve, un média qui est assez extraordinaire pour ça parce qu'on a un retour tout de suite et parce qu'on est dans de la spontanéité. Et moi, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur en fait, d'être spontané et sincère. Et donc ce blog, oui, il m'a apporté beaucoup. J'ai écrit beaucoup de choses. Alors je me suis racontée un peu. J'ai raconté ma vie avec mes enfants et leurs péripéties. Et puis effectivement, j'ai écrit des nouvelles. Et en fait, à partir de là, je suis passée de ma vie à la fiction finalement. Et ça m'a permis d'aller vers le roman. Mais oui, j'y suis très attachée à ce blog pour ça, même si j'ai moins le temps d'écrire aujourd'hui. Le dernier billet remonte à loin. Mais j'y tiens beaucoup parce que vraiment, ça a été pour moi le démarrage de tout en fait. Et alors, comment s'est passé le passage du blog, des nouvelles à l'édition, vraiment à l'objet livre qui d'un coup se matérialise et rend tout ça très concret? Alors, un jour, je reçois un message d'une lectrice qui me dit « Il y a un concours de nouvelles sur un site qui s'appelle Librinova, donc qui est un site qui permet de l'auto-édition. Et ils font un concours de nouvelles sur le thème « Une femme exceptionnelle ». Et je me suis dit
vas-y, lance-toi. Et donc, j'ai écrit une nouvelle pour ce concours. Et il se trouve que je l'ai gagné, ce concours de nouvelles, avec cette nouvelle. Et j'ai rencontré, en fait, l'auto-édition par ce biais-là. Moi, je ne connaissais pas du tout l'auto-édition à ce moment-là. Et donc, j'ai découvert toute l'équipe de Librinova qui me suit encore aujourd'hui. Et un an plus tard, elle m'appelle en me disant « On aimerait bien te faire intervenir à Livre Paris, la foire du livre de Paris, sur une thématique, écrire un premier roman. » Et je me suis dit « C'est bien... mais peut-être il faut que j'ai écrit un premier roman, ça serait mieux. » Et en fait, sur le blog, il se trouve que j'avais inauguré une série qui s'appelait « Un vendredi, une nouvelle ». Et j'écrivais une nouvelle tous les vendredis. Et dans le lot, il y avait toute une histoire que j'ai traitée pendant presque 3 mois et demi, 4 mois. Et je me suis dit, ça ressemblerait quand même ça furieusement bien à un roman. Et c'était un merci de trop, en fait. Et donc, j'ai compilé les nouvelles. J'ai évidemment tout réécrit, tout retravaillé. Et je l'ai auto-édité pour la foire du livre de Paris, pour pouvoir effectivement avoir un premier roman en stock. Et en fait, c'est parti de là. Voilà. Donc après, Michel Lafon vous fait un contrat. C'est ça. Après, le roman paraît en auto-édition. Il fonctionne vraiment très bien. Donc on a vraiment des retours, beaucoup de ventes en numérique, etc. Et puis en fait, au détour d'une soirée, Librinova rencontre Elsa Lafon et elle lui soumet mon manuscrit. Et puis voilà, les choses se sont faites comme ça. Et là, vous vous mettez à écrire. On ne peut plus vous arrêter. Oui. Parce que moi, j'ai souvent des auteurs en face de moi, mais j'en ai peu qui écrivent 9 romans en 5 ans. Ça. Oui, après, je pense que voilà, une fois que le verrou a sauté, forcément tout se met en mouvement. Et puis l'envie d'écrire, en fait, nous quitte plus. Je crois que c'est vraiment ça. Ça veut dire qu'à chaque fois que je termine un roman, je me dis, je vais faire une pause, je vais me reposer. Et puis, en fait, au bout de 15 jours, 3 semaines, ça me démange. J'ai d'autres personnages qui toquent à la porte. Et puis, l'écriture, ça me fait me sentir bien. Donc, voilà, j'ai besoin d'écrire. C'est devenu un besoin. Et ça donne 9 romans. Voilà. Et là, vous travaillez encore à côté ou vous en vivez? Ah ouais, vous avez pour l'instant, je travaille à côté. J'espère que bientôt, ça pourra changer. Mais pour l'instant, oui, c'est encore une activité en plus, l'écriture. Alors, on va parler de La lumière était si parfaite, donc ce nouveau roman avec une très jolie couverture. Merci. Ça fait plaisir de le montrer parce que ça... C'est vrai qu'elle est belle. C'est vrai, elle est très jolie. Et donc, c'est un livre qui, moi, j'aime bien parce que ça repose sur un modèle que je trouve inépuisable et que j'adore. C'est celui des narrations un peu de la comédie américaine ou de la rom-com avec ça va pas très bien, il se passe quelque chose. À un moment donné, il y a une déflagration dans la vie d'un personnage qui n'était pas vraiment parfaite au début. Et puis, on va vraiment faire en sorte que ça s'arrange. Là, elles vont partir en voyage. Et puis, il y a des éléments perturbateurs qui arrivent jusqu'à finalement une conclusion où, heureusement, c'est quand même un roman qui fait se sentir assez bien, donc on va pas spoiler en disant que ça se termine pas non plus trop mal. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous écrivez? Est-ce que vous avez un modèle en tête? Est-ce que vous avez des films, des livres, des lectures, ou des séries? Parce qu'on pense aussi, on va rentrer dans l'intrigue, mais on pense à Desperate Housewives, on pense à, il y a tout un imaginaire qui se développe quand on lit votre roman. Alors c'est plutôt une imagination du quotidien. Moi, je trouve que c'est plutôt le quotidien qui va m'inspirer. Après, il y a 2 portes d'entrée. Soit je vais avoir un personnage qui va m'apparaître, soit j'ai une thématique que j'ai envie de traiter. Ça dépend complètement des romans. Là, il se trouve que pour celui-ci, j'avais envie de parler depuis un moment de cette question de la charge mentale, qui est un peu au cœur de l'histoire, et de toutes ces femmes qui, parce qu'elles pensent qu'elles sont dans cette obligation-là de tout prendre en charge au quotidien dans leur maison, finissent par s'oublier complètement elles-mêmes. Donc ça, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et puis, j'ai combiné ça au hasard d'une discussion avec une copine autrice lors d'un salon. On se remémorait ce qu'on a connu lors de notre adolescence et on parlait de ces fameuses pellicules photos. On se rappelait de ces moments fébriles où on allait chez le photographe pour lui remettre une pellicule avec tout plein de photos qu'on avait prises pendant un voyage scolaire. Et quand on allait récupérer l'enveloppe, il n'y avait rien parce que toutes elles étaient ratées, surexposées, etc. Et en fait, on s'est dit, t'imagines, si chez toi, tu retrouves une vieille pellicule comme ça, abandonnée, de ce que tu pourrais trouver dedans. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper romanesque et j'ai combiné en fait la charge mentale et la pellicule photo. Donc pour ce roman, c'est né comme ça.
Et là, c'est donc le personnage principal, c'est Meg, qui est femme au foyer. Elle a 2 enfants. Elle a une fille qui s'appelle Lali, qui est adolescente, et qui est une adolescente un petit peu compliquée, Oui. qui s'est renfermée sur elle-même et qui, depuis quelque temps, est devenue assez agressive avec sa C'est mère. ça, elle n'est pas très sympa. Elle n'est pas très sympa. Non. Voilà, vraiment, on n'a pas envie qu'on nous parle sur ce ton. Non, elle n'est pas très sympa. Voilà. Et elle a un petit garçon qui s'appelle Malone, et lui qui est tout mignon et qui, heureusement pour elle, voilà, il y a encore ce lien petit garçon à maman qui est très touchant dans le livre. Et cette femme, Meg, donc son mari est chef d'entreprise, elle s'occupe de la maison. Sa maman est morte 6 mois auparavant. Elle est encore très endeuillée, très triste de cette perte parce qu'elles étaient très proches toutes les deux. Même, on comprend qu'elle était fusionnelle avec sa mère, qu'elle lui racontait tout. Son père était mort quelques années auparavant. Et donc, cette femme... on voit qu'elle est triste et c'est normal, 6 mois après le décès de sa mère, mais il y a autre chose. Et là, on est près du burn-out maternel. Oui, c'est ça. Et qu'elle n'identifie pas du tout, en fait, parce que elle a l'habitude, depuis des années, de prendre tout en charge. Elle le dit d'ailleurs, elle a un carnet dans lequel elle note tout. Elle était très, finalement, working girl à la maison, presque. Et puis là, elle se rend bien compte que ces derniers temps, tout est beaucoup plus difficile. Elle a du mal à se lever, elle a du mal à rester concentrée, elle a du mal à s'organiser. Elle pleure pour tout et n'importe quoi. Et effectivement, même si elle sait bien que sa maman est partie, elle se rend bien compte qu'il n'y a pas que ça. Mais elle identifie assez mal, finalement, la raison de ce mal-être. Elle se met en colère alors qu'on lui propose de l'aide et elle ne comprend pas pourquoi elle se met en colère. Donc il y a vraiment tous ces sentiments, là, toutes ces émotions mêlées qu'elle a du mal à identifier, en tout cas au début du roman. Et en fait, vous montrez très bien toutes les petites violences qui lui sont faites au quotidien. Même, vous disiez à l'instant, quand on lui propose de l'aide, elle se met en colère. Oui. Mais en fait, vous l'expliquez parfaitement bien dans le livre. Son mari, qui est très gentil, qui veut très bien faire et qui est plein de bonne volonté, lui dit « Mais chérie, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Et là, en fait, vous montrez que c'est pas normal qu'on lui propose de l'aide. Pourquoi de l'aide, en fait Et ça, alors c'était vraiment, je tenais vraiment à ce passage-là parce que j'ai entendu ça tellement de fois autour de moi, des copines qui me disent « Ah, mais il est tellement gentil, il m'aide. » Et je leur dis « Mais pourquoi est-ce qu'il t'aide ? Ça sous-entend que c'est à toi de faire, en fait. » Et on voit bien que c'est très insidieux dans le vocabulaire, finalement, comment on se prend une charge et on pense que c'est à nous de faire, alors qu'en réalité, pas du tout, quoi. Et Meg, elle se met en colère pour ça, au début. Et c'est son amie Romy qui lui dit « Mais t'as raison d'être en colère, il n'a pas à t'aider, il a à faire autant que toi, en fait. » Et là, c'est un peu une sorte de déclic. Elle se dit « Mais effectivement, après tout, pourquoi est-ce que c'est moi qui dois devoir tout gérer ?» Et c'est assez juste ce que vous disiez sur des sortes de petites violences ordinaires. Il lui dit « Est-ce que tu peux aller récupérer ma chemise ? J'en ai tellement besoin pour ce dîner. » Elle lui dit « Mais j'ai autre chose à faire. » Il dit « Ah, mais tu sais, vraiment, tu es la meilleure épouse que je puisse avoir. » Enfin, on voit bien comment c'est très insidieux, en fait, et comment, à un moment donné, elle ne peut plus, quoi. Elle est au bout et elle ne peut plus tout ça, parce que dans l'équation, elle a oublié une chose importante, c'est qu'elle est avant tout quelqu'un, une personne. Oui, puis il y a ce côté corvéable à merci, et en même temps, on a l'impression que la société entière lui distribue les bons ou les mauvais points, même l'institut, ou la directrice de l'école qui agit comme vraiment quand la maman est en retard, donc Meg est en retard pour aller récupérer son fils pour des raisons qui sont sa vie et qui ne regardent qu'elle, mais quand elle arrive avec 10 minutes de retard, ce qui vraiment n'est pas dramatique, la directrice a appelé non pas elle, mais son mari. Alors que, bon, elle dérange jamais le mari quand il s'agit de venir récupérer le petit parce qu'il a 39 de fièvre. Donc là, vous montrez, je trouvais que vous, avec beaucoup de finesse, vous pointiez une espèce de façon de penser qui a contaminé un peu l'ensemble de la société. Ah, mais exactement. Et alors ça, pour le coup, c'est tiré d'une vraie expérience de vie réelle, puisque moi, j'ai 2 enfants. Et j'ai constaté que lorsqu'il y a une question d'autorité, une question très masculine, finalement, ils appellent mon conjoint. Et quand il y a une question de maternage, de la fièvre, où il a vomi, c'est moi qu'on appelle. Et ça, je trouve ça incroyable. Comme s'il y avait effectivement un rôle masculin pour les choses importantes, les décisions, etc. Et un rôle féminin pour toutes les petites choses du quotidien, de la santé. Et franchement, ça, je ne comprends pas, en fait. Et je m'en suis servie pour le roman, effectivement, pour montrer que tout ça, ça conduit aussi les femmes, à un moment donné, à se sentir mal, parce que cette situation-là, elle n'est pas normale, en fait, cette absence d'égalité dans les rôles, dans les tâches. Et donc, je l'ai utilisée dans le roman, pour le coup, parce que c'est un peu du vécu.
Et en plus, elle se sent seule, cette femme. C'est-à-dire que elle n'a pas grand monde à qui parler. Les autres mamans des copines de sa fille sont un peu distantes. Oui. On sent qu'on se regarde un peu pour voir, on se jauge un peu. Il n'y a pas vraiment de sororité. Oui, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Hormis avec Romy, finalement. Mais voilà, j'allais y venir. Il y a quand même ce personnage que j'ai adoré, qui est la voisine Oui. de Meg, qui est Romy et qui s'invite chez elle comme ça, Oui. avec son petit fox terrier sous le bras et qui vient, et qui elle, alors Romy, elle est au niveau même vestimentaire, elle est pleine de couleurs, elle est pleine de fleurs, elle est pleine d'originalité. Et elle va chez cette voisine qui, Meg, c'est le petit chemisier, le petit pantalon. C'est l'opposé complet. Voilà. Et toutes les deux, elles tissent un lien. Et j'ai trouvé que ce lien, il était vraiment fondamental dans le livre. Il permet à Meg de sortir un peu de cette coquille dans laquelle elle est enfermée. Ah oui, tout à fait. Je pense que Romy, c'est son rayon de soleil, en fait. Elle s'est installée dans le quartier un an auparavant. Et en fait, elle avait fait, comme dans les séries américaines, justement, comme Desperate Housewives, elle avait préparé des paniers avec des viennoiseries, etc., qu'elle voulait les distribuer à ses voisins. Or, elle avait trouvé personne, puisque personne n'était là, sauf Meg. Et en fait, elles se sont liées d'amitié comme ça. Et effectivement, au départ, Meg, elle est très interloquée par cette femme qui, en effet, est assez brute de décoffrage. En fait, elle a pas tellement de filtres, elle a une énergie incroyable, elle a une répartie assez incroyable aussi. Elle a, là encore, pas de filtre du tout. Et on est dans une opposition complète avec Meg qui est très... comment dire, on pourrait dire un peu bourgeoise dans l'apparence, dans les manières, etc. Et là, c'est deux mondes voilà, qui se rencontrent. Et effectivement, vestimentairement parlant, ça n'a rien à voir. On est vraiment... et je voulais, le personnage de Romy, je le voulais comme ça, en fait. Vraiment, je voulais un personnage haut en couleur, dans le vêtement, dans le verbe, dans le comportement, parce que ça va la bousculer, en fait. Voilà, Meg, elle est bousculée par ça, et ça va l'aider, en fait, à sortir de sa coquille, quoi. Puis Romy, c'est un peu aussi le transfuge, vous parlez du côté bourgeois, effectivement, mais c'est un peu le transfuge de classe, puisqu'elle est arrivée là en jouant à des jeux télévisés, tout à fait. Ce qui lui ressemble bien, puisqu'elle n'a aucun problème à aller dans N'oubliez pas les paroles, ce genre de jeu où on chante, on danse, on se met en scène, et en fait, elle a décroché le pactole, et elle habite du coup sur cette espèce de Wisteria Lane. Exactement, à la française, tout à fait. Oui, Romy, elle a essayé plein de boulots. Il n'y en a aucun qui lui convient, parce qu'il n'y en a aucun, à mon avis, qui correspond finalement à sa personnalité. Mais elle a une passion pour les jeux télé, et donc elle a participé à plein de jeux télévisés, et elle a gagné une somme importante à l'un d'entre eux, qui lui a permis effectivement de se payer une maison dans un quartier. Et en fait, elle souhaitait, elle, au départ, se créer plein de copines. Et au début, d'ailleurs, elle voulait faire un club de lecture. Et en fait, elles sont deux, un club de lecture. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, on a un choc de classe, parce que Romy, elle ne vient pas du tout de ce milieu-là au départ, quoi. Et ça lui donne aussi une forme de liberté. Et puis elle a aussi cette croyance qui est très importante dans le livre, c'est que quand on rêve, quand on veut, quand on se donne les moyens aussi, et de courir après ce qui nous fait vibrer, ben on finit par décrocher un peu la lune. Et que quand on reste, si on n'essaye pas, en tout cas, ça risque pas d'arriver. Oui, effectivement, elle est c'est quelqu'un de très positif, en fait, très optimiste, très fonceuse. Et d'ailleurs, elle est à l'origine du voyage, en fait. C'est elle qui dit, voilà, il faut qu'on y aille. Et alors, ce voyage va arriver par le biais d'une découverte. Alors, on en revient à cet aspect triste du livre, qui est le deuil de Meg, donc, qui est obligée de faire cette chose assez douloureuse, de vider la maison de sa mère. Elle ne peut pas se résoudre à la vendre, elle va la mettre en location. Elle vide le grenier et elle trouve, donc, comme on en parlait tout à l'heure, cette pellicule photo qui n'a jamais été développée, qui est restée là. Bon, c'est l'occasion aussi, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, moi j'ai beaucoup aimé dans le livre, j'ai grandi dans les années 80-90. Oui, donc les références. Et toutes les références, enfin là, petite parenthèse, mais vraiment j'ai adoré, j'avais Ophélie Winter dans la tête en refaisant le livre. Vous êtes vraiment, voilà, et ça c'est parfait. Revenons à notre bobine de pellicule. Donc elle est paralysée devant cette bobine, Meg, et Romy lui dit... envoie-le chez un photographe. Je suis sûre qu'on doit trouver ces dinosaures qui développent encore des photos. Et donc, elles envoient la pellicule et là, il va y avoir une révélation qu'on ne va pas faire. C'est ça. Ici. Elle ne s'attend pas du tout, évidemment, à ce qu'elle trouve. Elle se dit, je vais trouver des photos de vacances, etc. Et en fait, évidemment, ce n'est pas ça qu'elle trouve. Et ça va la bouleverser parce que ça concerne sa maman.
Et sa maman n'est plus là, donc elle ne peut plus lui poser les questions. Elle a l'impression de perdre pied face à ce qu'elle a sous les yeux, et sans possibilité finalement de comprendre, jusqu'à ce que Romy lui dise il y a des indices, etc. On va aller chercher, on va aller comprendre ce qu'il y a sur ces photos. Et elle initie effectivement le départ en voyage. Voilà, elles partent en voyage sur les traces de ces photos. Et si vous le voulez bien, Karine Ponte, vous allez nous lire un extrait où justement on va suivre Meg en voyage. Je vous lis ça. Merci. Le dépaysement est total. Fini le bitume, les magasins, la foule bruyante. Bonjour les arbres à perte de vue. Le parc national de Papouck, j'espère qu'on dit Papouck, est l'écrin de verdure au milieu duquel nous avons choisi de poser nos valises pour la nuit. L'hôtel que nous avons réservé est cette fois-ci dans un style montagnard très différent. La réceptionniste qui nous accueille, après nous avoir remis les cartes magnétiques de nos chambres, nous indique les balades à faire à proximité pour le cas où nous voudrions profiter des 2 ou 3 heures qu'il nous reste avant la tombée de la nuit. D'un regard, je devine que je suis la seule à avoir envie de nature. Alors que nous nous dirigeons vers nos chambres, Romy m'annonce qu'elle passe son tour pour la marche à pied et qu'elle va plutôt profiter des bienfaits du spa de l'hôtel. Lali ne dit pas grand-chose, mais je la connais suffisamment pour éviter de lui proposer de m'accompagner. Il n'y a guère que Rex c'est le petit chien, qui manifeste un vague intérêt. Ou alors c'est juste parce qu'elle voit venir l'heure de ses croquettes. Qu'à cela ne tienne, à peine la valise déposée sur le lit de notre chambre, j'abandonne ma fille à la série qu'elle s'est empressée de lancer sur son téléphone et me dirige d'un bon pas vers cette nature qui n'intéresse que moi. Je n'ai pas à marcher longtemps avant d'être entourée d'immenses arbres aux feuilles verdoyantes, ne laissant passer que par endroits les rayons de soleil de cette fin d'après-midi. Le chemin n'est pas trop accidenté pour mes ballerines. Je marche lentement et prends soin de remplir mes poumons de ce bon air pur. Mon oreille est attirée par un bruit d'eau et je décide de quitter le sentier principal pour me diriger vers lui. Après quelques minutes de marche sur un chemin un peu plus pentu, qui me ferait presque renoncer par peur de glisser, je débouche sur une vasque d'eau claire entourée de rochers recouverts de mousse dans laquelle vient se jeter une cascade. Je regarde cette eau tomber pendant un long moment avant de m'approcher d'un rocher suffisamment plat pour pouvoir m'y asseoir. La température a chuté et je regrette de ne pas avoir pensé à prendre un petit gilet. Pour compenser, je remonte mes genoux sur ma poitrine et les entoure de mes bras. L'endroit est parfait pour laisser mon esprit divaguer. Alors je pense à mon petit garçon qui me manque et qui doit être à table avec son père. Je pense à cette émotion que j'ai ressentie hier en posant de nouveau mes yeux derrière mon appareil photo, à cette décision que j'ai prise et qui me donne l'impression d'être au bord d'un précipice. Je pense aussi à ma fille, mal dans sa peau d'adolescente, avec qui la communication est si compliquée. Et je pense au but de ce voyage, ma mère que j'ai perdue une seconde fois en découvrant ces clichés. Merci et bravo pour cette lecture. Et là, on voit en fait dans ce passage à quel point cette femme, Meg, était au bout du rouleau et à quel point elle avait besoin de pouvoir juste se poser et avoir le temps de regarder autour d'elle, de respirer et de pouvoir réfléchir. Et là, vous faites quelque chose de nécessaire, je pense, c'est que vous montrez à quel point femme au foyer, maman, s'occuper d'une maison, s'occuper d'un mari, faire en sorte que tout le monde aille bien, que tout se passe bien pour tout le monde, et ben c'est un boulot à plein temps. Oui. Et qu'en fait, ça peut vraiment faire suffoquer une personne, quoi. Oui, exactement. Je pense que pour que ça fonctionne, il faut que dans les rôles de femme, maman, etc., il y ait aussi le rôle d'être soi et d'avoir des choses pour soi. Et en fait, Meg, elle n'a rien pour elle. Hein. Elle prend 0 temps pour elle. Elle est accaparée par ses enfants, par la maison, par son mari qui effectivement organise des dîners, etc., qu'elle doit organiser elle, par sa fille qui est effectivement franchement désagréable avec elle. Et elle n'a pas de bouffée de récupération à côté, en fait, parce qu'elle n'a pas identifié la nécessité de le faire. Et ce voyage, c'est là où elle se rend compte qu'en fait, elle a ce besoin de se retrouver elle, d'aller chercher les passions qui l'animaient avant d'être maman,
pour en faire finalement une vie qui ne lui appartient qu'à elle, indépendante des autres. Voilà, elle va recréer, elle va trouver la force et elle va comprendre la nécessité de recréer un espace qui lui appartienne. Parce que ce que vous montrez aussi, c'est les limites du dévouement. Oui. C'est-à-dire, à un moment donné, on ne peut pas non plus vivre uniquement pour les autres. Il faut aussi trouver du temps pour... c'est ça. Je pense que sinon, en fait, tout ça se dilue et à un moment donné, oui, on disparaît. En fait, c'est presque ça. C'est comme si elle avait complètement disparu et qu'elle est incapable, finalement, de dire qui elle est, ce qui l'anime, alors qu'elle est tout à fait capable de dire la taille des chaussures de son fils, des vêtements, etc., la lessive. Par contre, qui elle est, elle, et ce qu'elle aime, en fait, ça a complètement disparu. Et le voyage est l'occasion, évidemment, que tout ça remonte à la surface pour faire en sorte que ce burn-out qui est le sien, effectivement, s'arrange, en fait. Burn-out dans parental, lequel elle est, oui. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Ce qui est intéressant aussi dans ce que vous montrez des rapports humains, c'est l'idéalisation de l'autre. J'ai trouvé que finalement, vous abordez cette question d'un rapport idéal avec sa mère, avec sa fille, oui. Et du fait que finalement, avoir une relation avec un proche, c'est aussi apprendre à se détacher de l'image qu'on a, de l'image idéale d'une relation, de l'image idéale d'une personne. Est-ce que j'ai bien perçu ça quand j'ai oui, lu il y a effectivement cette part de... Elle était très proche de sa mère et en fait, elle lui en veut terriblement de ce qu'elle découvre parce qu'elle se dit pourquoi est-ce qu'elle ne me l'a pas confié. En fait, elle a l'impression par là que sa mère l'aimait moins en fait, et elle va découvrir que évidemment c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a cette image qu'on idéalise probablement beaucoup dans les relations mère-fille. Hein. Il y a parce que la société aussi glorifie, sanctifie beaucoup ce lien-là, et elle voit bien que finalement elle connaissait pas si bien que ça sa mère, et quand elle regarde sa fille, elle se dit mais c'est pas possible, j'ai tout raté, on n'est pas capable de se parler correctement, et donc il y a finalement ces deux aspects-là qui s'écroulent en fait, et qu'elle va réussir à essayer de restaurer parce qu'elle n'a pas envie de rester là-dedans et qu'elle a envie d'améliorer les choses avec sa fille et de comprendre pourquoi en fait, voilà, les choses en sont là. Pareil pour Lali qui finalement connaît pas si bien sa mère que ça aussi et ne se rend pas compte d'un certain nombre de choses. Donc ça permet, c'est vrai, c'est vrai peut-être de désacraliser un peu ces liens-là. Et puis elle comprend pas pourquoi, Meg, elle comprend pas pourquoi elle n'aurait jamais mal parlé à sa mère. Elle n'aurait jamais, même adolescente, elle n'aurait jamais dit un mot plus haut que l'autre à sa maman. Et en fait, elle ne comprend pas pourquoi la chose ne se reproduit pas exactement à l'identique. Et vous montrez qu'être maman, surtout d'une fille, c'est aussi devoir s'adapter, renoncer à l'image qu'on a de la relation qu'on a eue, nous, avec notre mère. C'est ça, et puis parce que Lali, elle est Lali, en fait. Donc elle a ses problématiques à elle, qu'on comprend dans le roman et qui permettent d'expliquer pourquoi elle est comme ça et parce que c'est elle, effectivement, elle est différente de Meg et Meg était différente de sa mère. Donc c'est toute cette... je trouve que le lien mère-fille, c'est une vraie thématique intéressante parce que c'est jamais simple à créer ce lien-là et que pourtant on a envie... C'est vrai que ce lien soit presque parfait, idéal. Or, ça doit se travailler parce que ça tombe pas comme ça de source. Ouais. Oui, c'est intéressant. Moi, j'ai une fille et c'est vrai que ça donne beaucoup ça apporte beaucoup de choses à la réflexion sur la relation entre mère et fille. Et il y a autre chose de touchant dans le texte, c'est parce qu'on parle des relations mère-fille, mais il y a aussi un petit garçon quand même qui est adorable, je le disais au début, et vous donnez une très bonne idée, c'est l'idée du rituel du soir. Tous les soirs, et on sent que c'est un moment important, et c'est aussi un indicateur de comment on va. Parce que ça, on s'en rend compte quand on a des enfants, quand on est entouré d'enfants. Les enfants font sortir aussi les choses les plus vraies, les plus intactes à l'intérieur de nous. Et tous les soirs, cette maman, avec son fils, ont le rituel de dire quel a été le meilleur moment de la journée. Et elle se rend compte, Meg, que ça ne va pas très bien quand son fils lui dit excuse-moi, mais ton moment de la journée, il est un peu nul. Il est un peu... En fait, elle se dit... J'ai tellement de mal à un moment donné à trouver un moment et elle est presque au point d'en inventer un, de mentir, tellement quand elle réfléchit, elle se dit mais j'ai rien en fait. Et un soir, elle lui dit j'ai fait une tarte à la rhubarbe et là, il me dit c'est un peu pourri comme moment génial. Et effectivement, c'est là où on voit bien que l'univers en fait c'est tellement restreint
qu'elle trouve rien finalement. Le seul moment qu'elle trouve intéressant, c'est quand elle participe avec Romy à un jeu qu'elle est embarquée. Et que là, elle peut lui dire, parce qu'il est fan de Denis Brognard, ce petit garçon, et il se dit, oh là là, t'as rencontré Denis Brognard, mais sinon tout le reste du temps, elle peine en fait à trouver des choses à lui dire, quoi. Mais c'est une super idée de rituel avec ses enfants, Oui, en tout cas. mais ça, alors, en fait, ça aide les enfants à parler, parce que c'est compliqué de faire parler des enfants, des fois à cet âge-là, de les faire s'exprimer, et c'est un biais pour leur faire exprimer leurs émotions. Moi, j'ai souvenir, moi j'ai 2 enfants, donc je vous le disais tout à l'heure, et quand ils revenaient de l'école, je leur disais « Qu'est-ce que tu as fait à l'école ?» Ils me répondaient « Rien. » « Qu'est-ce que tu as mangé à la cantine ?»« Rien. » Ah, bah c'est sympa cette petite discussion. Et finalement, parce que pour eux, en fait, déjà c'est très loin et c'est compliqué de verbaliser. Et je trouve que par ce petit rituel-là, on arrive à finalement apprendre des choses d'eux et de faire exprimer éventuellement des émotions qu'ils ont pu ressentir. Et c'est vrai que Malone, lui, il attend ce moment. Voilà, c'est un petit garçon qui, pour le coup, lui, est très bien dans ses baskets et très équilibré à son âge. Mais vous donnez cette idée que je pense que beaucoup de parents, après avoir lu le livre, vont reprendre du rituel et vous donnez d'autres, vous réhabilitez d'autres choses. Vous nous rappelez aussi à quel point c'est important, par exemple, le shopping. Ça, c'est Romy qui dit à Meg, oui, écoute, pars avec une valise vide et reviens avec une valise pleine et pas remplie de petits chemisiers gris et de petites ballerines bleu marine. C'est ça. Et en fait, là, vous montrez que cette femme qui vit un peu dans la culpabilité, on sent que bon, il n'y a pas de problème d'argent, mais elle va jamais avoir dans l'idée d'aller se faire une virée shopping. Ah oui, non, tout à fait. Pour elle va acheter des slips à son mari, ça c'est sûr. Elle va acheter des vêtements sans couture à son fils parce que il est gêné par les coutures. Ça, c'est aussi tiré de. Non, mais on les connaît. Voilà, je ne suis pas allée chercher très très loin cette histoire des coutures. Les coutures, les étiquettes maudites. Ça serre, tout ça, ça gratte et tout. Je ne suis pas allée chercher très loin. Et là, il y a tout un tas de contraintes qu'elle respecte parce qu'elle découpe, elle enlève les étiquettes si elle oublie, oh là là. Mais en revanche, elle ne se fait pas plaisir. C'est ça. Elle ne va pas aller chercher la robe avec des fleurs, des couleurs, etc. Et ça, c'est à travers le personnage de Romy, vous rappelez à quel point, mais c'est important de penser d'abord à soi, quoi. En fait, je pense que Meg, elle vit une vie utilitariste, en fait. C'est-à-dire qu'elle fait les choses utiles, qui sont nécessaires. Et finalement, toute la dimension plaisir à côté, elle est totalement absente. On est vraiment dans, c'est ça, quelque chose de très utilitaire. Elle a une tâche à mener, elle l'amène. Et Romy, c'est tout le contraire. C'est vraiment, je pense qu'il y a presque que de la dimension plaisir. Et notamment, à un moment donné, elle lui dit « Mais pourquoi tu ne prends pas une femme de ménage ?» Parce qu'elle lui dit « Mais tu as de l'argent et tout. » Et Meg, elle dit « Bah non, mais je suis à la maison. Donc c'est normal que ce soit moi qui fasse. » Et donc on voit bien cette dimension, effectivement, d'absence complète de page plaisir pour elle, qu'on retrouve jusque dans sa garde-robe. C'est vrai. D'ailleurs, Romy, elle demande à Lali à un moment donné ses couleurs préférées. Et Lali lui dit bleu marine, noir, gris. Elle lui dit non, des couleurs. Ça n'est pas des couleurs. Et puis finalement, elle sort des couleurs. Oui, et finalement, elle sort des couleurs. Et là, vous abordez le personnage de Lali, qui est aussi très touchant. Cette petite jeune fille qui a du mal à trouver sa place dans le monde. On se retrouve. Qui est mal dans sa peau. Voilà, qui est mal dans sa peau, qui a cette mère un peu parfaite, un peu en papier glacé. Très belle. Très belle. Voilà, on comprend. C'est pas du tout Meg qui dit je suis très belle, parce que vraiment, elle, c'est pas son problème de se juger physiquement. Elle s'intéresse absolument pas à tout ça. Mais on voit le regard des autres autour d'elle. On comprend qu'elle est très jolie. Cette fille, cette petite Lali, bon, face à cette maman-là, c'est pas trop. Il y a les copines, ça a l'air compliqué aussi, ça l'est toujours à cette époque. Et vous parlez très justement, de cet âge un peu ingrat, quoi. Oui, c'est ça. En fait, Lali, elle a 16 ans, comme plein d'adolescentes de 16 ans. Elle se trouve pas jolie, elle se trouve trop grosse. Elle a un angiome sur la jambe qui lui posait aucun problème avant et qui là d'un coup commence à la complexer. Elle est dans toutes ces émotions-là un peu paradoxales, et en face d'elle, elle a une image de quelqu'un qu'elle voit comme parfaite, très belle, dont ses copines lui disent « Non mais t'as la chance d'avoir une mère comme ça », et en fait, elle sait pas du tout comment se positionner, et oui, donc elle est très mal dans sa peau, et en fait, sa seule réponse, c'est l'agressivité. C'est-à-dire qu'elle répond comme ça,
elle en veut à cette mère finalement pour son mal-être qui n'a rien à voir avec elle. Et elle répond comme ça par cette agressivité. Et je trouvais aussi intéressant de travailler ça en fait, parce que je trouve que la construction de soi et l'identité, c'est des thèmes qui m'intéressent. Et Lali, elle est dans cette phase-là en fait, où vraiment elle a l'impression que personne ne l'aimera jamais, parce qu'elle n'est pas belle, parce qu'il n'y a rien qui va, quoi, vraiment. Et du coup, elle se cache derrière des sweats 4 fois trop grands, une frange qui lui mange les yeux. Enfin, vraiment, on est oui, dans l'adolescente qui n'est pas bien dans ses baskets, quoi. Et là encore, c'est Romy qui vraiment joue un rôle pour faire éclore cette jeune fille qui l'a fait sortir de cette... ce repli sur soi qui est sa stratégie. Oui, je pense qu'il y a la séance shopping est un vrai déclencheur en fait, parce qu'elle se confronte à l'image dans la glace et c'est compliqué. En fait, ça permet d'avoir des discussions ensuite et de mettre des mots, parce que Lali, elle se renferme beaucoup. Hein, je le dis souvent, elle a ses AirPods dans les oreilles, elle parle à personne, et en fait, le voyage. Parce qu'elles sont que toutes les trois dans une voiture, à un moment donné, c'est l'occasion de faire sortir un peu les émotions et d'essayer de faire comprendre à sa mère ce qu'elle ressent. Et que Meg aussi puisse comprendre finalement l'agressivité de sa fille pour essayer de trouver un meilleur terrain d'entente quand même. Et puis Romy, elle a aussi un handicap, elle a aussi une particularité physique qui en fait est à la fois importante, constitutive de ce qu'elle est, mais qui en même temps se fait complètement oublier. Oui. On sent qu'elle fait partie de ces individus qui ont un peu eu leur caractère qui a été forgé par quelque chose avec lequel ils ont composé. C'est ça, c'est tout à fait. D'ailleurs, ça explique en fait complètement sa personnalité, hein, parce qu'elle a ce handicap, et puis parce que petite, sa maman lui a dit « tu seras obligée d'aller de l'avant et d'aller vers les autres, parce que sinon les gens viendront peut-être pas vers toi. » Et en fait, elle a intégré ça dans sa personnalité. Et finalement, ce handicap, d'ailleurs, qu'on révèle assez tard, hein, d'ailleurs, même Meg, elle dit qu'au départ, elle ne l'avait même pas vu, parce que Romy, en fait, ne se présente pas par le biais de ce handicap-là, on s'en aperçoit après, et elle en a fait presque une force, ou en tout cas une obligation pour elle, d'aller de l'avant. Et c'est vrai que ce lien avec Lali et son angiome, ça permet de créer cette discussion-là. Et là, vous avez vraiment montré aussi la subtilité de ce que vous apportez dans le livre. Hein. Le fait d'avoir fait ce travail un peu d'orfèvre pour montrer comment, par des petits détails, en montrant certaines choses, en cachant d'autres et en avançant doucement, vous arrivez finalement à tenir le propos du livre qui est comment s'accepter soi et comment prendre soin de soi dans un monde qui ne prend pas forcément soin des gens. Non, puis qui d'ailleurs, même à mon avis, de fait, ne prend pas soin des gens. Je pense que la société d'aujourd'hui est quand même, à mon sens, assez violente, en fait, hein, à plein de niveaux. Et si on ne prend pas cette conscience-là que, finalement, on n'a qu'un seul corps avec lequel on vit toute notre vie, et que si nous-mêmes, on n'en prend pas déjà soin, ce n'est pas tellement les autres qui vont le faire. Et si on ne prend pas soin de sa santé mentale aussi, ce n'est pas tellement la société qui va le faire. Et donc, il y a ce travail sur soi qui est nécessaire, en fait, pour aboutir à... alors, le bonheur, c'est peut-être un peu galvaudé, mais en tout cas, à un bien-être personnel. Il y a un personnage dont on a finalement assez peu parlé, c'est le mari. Oui. Lui, finalement, il est un peu en creux dans l'histoire parce que il part pas en voyage, donc on l'abandonne, mais il a quand même une importance assez prépondérante. Et vous nous montrez bien que ce mari, on voit qu'il est amoureux de sa femme. Oui, c'est pas le propos, oui, tout à fait. C'est pas le propos, mais il a un mal fou à savoir comment la faire se sentir comme un individu. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il ne comprend pas du tout. Ça veut dire que ça fait des années qu'il vit cette vie-là, et jusqu'à présent, ça n'avait pas l'air de poser de problème. Et il a d'un coup une femme qui supporte plus rien, et en fait, lui-même, il est un peu perdu dans ces émotions-là. Et du coup, il est un peu mufle quand même. Hein. Il est dans ses propos... comme s'il avait pris pour acquis, finalement, que Meg restait à la maison et que c'était son rôle. Et du coup, il a des paroles qui sont très maladroite, voire très violente en fait. Et c'est juste parce qu'il est complètement perdu, je pense. Il est perdu et puis il a peur de la perdre parce qu'il se dit c'est pas possible, mais on s'aime et comment ça se fait qu'on se déchire alors qu'on s'aime? Et donc il doit lui aussi faire un chemin pour comprendre ça et pour se remettre en question. Et ça, c'est pas facile, la remise en question.
Mais il y a une mauvaise éducation, de toute façon. Hein. Vous ne le pointez pas du doigt ouvertement dans le livre, mais on le comprend. C'est-à-dire qu'il y a une façon de dire aux hommes, aux garçons, les femmes sont finalement là pour faire les choses et vous pour aller travailler. Et les rôles sont répartis de cette façon, qui fait que lui, vraiment, en toute bonne foi, oui, c'est ça. Ne comprend pas. C'est ça. Lui, il a intégré cette espèce de normalité, finalement, pour lui, qui est une normalité. Et il ne comprend pas. C'est vraiment ça. Et quand il dit « Est-ce que tu veux de l'aide ?» En fait, il est probablement très sincère. Hein, et il ne perçoit pas du tout ce qu'il y a derrière le propos, en fait. Et la société, c'est évident, hein, sécrète encore beaucoup ça. Il y a beaucoup cette hiérarchie des rôles qui est censée être normale et qui ne l'est pas du tout, quoi. Donc, il a effectivement tout ce travail à faire, lui, de remise en question, qui n'est pas un travail facile. Et d'ailleurs, on ne sait pas si ça va s'améliorer quand même à la fin. Hein. Il y a des signes positifs, mais... Voilà, ça va être un travail de longue haleine quand même. En fait, on comprend que ça va s'améliorer, mais on ne sait pas comment. Non, c'est ça. On ne sait pas quel va être finalement le chemin qui va être pris, puisqu'il y aurait, et c'est ça qui donne la richesse aussi du livre, c'est qu'il y aurait différentes façons en fait pour Meg d'aller mieux. Oui. Différentes décisions qui seraient pas forcement, il n'y a pas une bonne et une mauvaise décision. Non, c'est ça. Il y a des décisions. Et après, là, lui, il fait un geste en fait, un geste important pour elle. Qui effectivement lui fait dire que il a fait un pas en fait dans la compréhension parce il a réalisé un certain nombre de paroles qu'il a eues qui étaient quand même pas très sympathiques, mais moi j'ai le sentiment que le chemin va être encore parsemé d'embûches, que c'est pas Et puis vous montrez aussi qu'il y a une responsabilité des hommes vis-à-vis de comment se passe la vie, la santé mentale de leurs femmes. Ah oui, je pense que là il lui dit des choses et qui sont dans le langage de tous les jours. Elle dit j'ai envie de partir, je voudrais partir en voyage, et il lui dit mais moi j'ai un travail. Et elle dit parce que moi non peut-être en fait. Et il y a vraiment ce côté, oui, comme si c'en était pas un, ce travail qui est le sien, alors qu'en fait c'en est un. Et ça sort comme ça. Il lui dit c'est pas ce que j'ai voulu dire. Elle dit mais évidemment que c'est ça ce que tu as voulu dire. faut assumer évidemment les propos qui sortent comme ça. Et c'est très violent. Ils ont des disputes qui sont très moi, je trouve ça très violent hein, dans ce que ça renvoie de l'image de la femme, d'infériorité, etc. Ça peut être très violent. Et vous les mettez face à face et vous justement, vous débloquez ces dialogues-là hein, qui sont quand même nécessaires. Ah oui, tout à fait. Oui, puis alors déjà, moi, j'aime beaucoup les dialogues dans les romans. Ouais. Je trouve que ça apporte toujours beaucoup. Mais ça se voit. Oui, j'aime beaucoup ça parce que ça rythme beaucoup, etc. Et oui, ils ont des moments d'échange parce que ça permet aussi à Meg en fait d'extérioriser. Comme elle dit rien à personne, qu'elle a personne dans son entourage, ces disputes-là sont l'occasion en fait, elle-même pendant qu'elle le dit, finalement de prendre conscience de ce qui la ronge un peu, quoi. Est-ce que vous avez des retours de lecteurs, de lectrices sur ces questions très intimes finalement ? Parce que je sais que d'ailleurs les blogueuses sont beaucoup passées sur Instagram, ce qui est très sympa, je trouve, parce que c'est un réseau social que je trouve assez positif et tout à fait. Voilà, quand on en fait un bon usage. Beaucoup moins dur que d'autres réseaux sociaux. Beaucoup moins dur que d'autres. Est-ce que vous avez justement des échanges sur ces sujets-là qui doivent toucher énormément de personnes ? Oui, alors sur chacun de mes romans, comme il y a toujours des thématiques un peu actuelles, j'ai toujours beaucoup de retours des lectrices ou des lecteurs. Et là, pour celui-ci, j'ai reçu un nombre de messages qui me disent « je me retrouve tellement dans Meg ». Et en fait, quand moi, je reçois ça, j'ai envie de dire pardon presque, en fait. Parce qu'évidemment, je me dis... c'est pas très drôle de se reconnaître dans le personnage de Meg. Et je reçois des témoignages, effectivement, beaucoup. Et il y a certaines personnes qui prennent conscience, en fait, qui se disent « Non, mais en fait, t'as raison, j'ai oublié tellement de prendre soin de moi. » Alors, c'est pas si facile de le faire, mais je crois qu'il y a une prise de conscience chez certaines. Et ce roman-là, effectivement, il va toucher ces femmes-là qui sont dans la situation de Meg. Il y en a tellement. Moi, j'en ai plein dans mon entourage qui sont comme ça. Oui, c'est pas du tout étonnant. Hein. Vous parlez, on le voit. Hein. C'est la vie d'une personne, mais c'est le phénomène de tout un phénomène de société. Et la charge mentale, finalement, on en parle depuis assez peu. C'est une thématique assez récente. Et finalement, dans la littérature romanesque de l'imaginaire, on a peu cette thématique-là. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur, de pouvoir mettre ça dans le roman, parce que je trouve qu'il faut en parler. Et il faut qu'il y ait cette prise de conscience-là, pour faire avancer aussi les mentalités. Et l'écriture pour la jeunesse,
C'est quelque chose que vous explorez? J'en ai fait. J'ai un roman que j'ai fait qui est Gros sur le cœur, qui est un roman jeunesse qui traite du harcèlement scolaire. Donc c'est alors pour le coup le moins drôle de tous les romans que j'ai écrits. Oui, parce que ça c'est quelque chose que j'ai peut-être pas souligné suffisamment, mais c'est très drôle aussi. Oui, c'est léger, alors que Gros sur le cœur, beaucoup moins. J'ai adoré écrire ce roman, Gros sur le cœur, qui est un roman très particulier pour moi parce que j'ai moi-même vécu des situations de harcèlement et je me suis servie d'un certain nombre de scènes dans le roman pour y mettre de la sincérité. En fait, c'est ça qui m'intéressait, c'était de me dire, voilà, les émotions qu'elle ressent sont forcément des émotions vraies parce que je repars un peu de choses que moi j'ai pu vivre. Et ça a été un exercice que j'ai aussi beaucoup aimé et j'ai reçu un nombre de témoignages aussi qui m'a bouleversée parce que le nombre de gens qui m'ont raconté des horreurs qu'ils ont vécues, et ça c'est pareil, je pense que c'est un sujet qu'il faut verbaliser. Et j'aimerais beaucoup faire d'autres romans jeunesse parce que je trouve que les thématiques qu'on peut aborder dans ces romans-là sont tellement importantes. Toute cette construction de soi et la construction de son système de valeurs, etc. On peut faire ça dans les romans jeunesse et donc j'aimerais beaucoup en écrire d'autres. Ce serait super parce que c'est vrai que quand on lit ce texte, on le souhaite aussi à toutes les petites Lali qui sont en train de construire leur... qui sont mal dans leur peau. Qui sont mal dans leur peau, qui cherchent leur place de femmes, de jeunes femmes dans le monde, qui se positionnent par rapport à une mère qu'elles ont du mal à comprendre. Et je pense que vous avez aussi une voix pour ces lectrices-là, ces petites adolescentes quoi, qui sont difficiles à atteindre, qui sont carapatées quand même. Ah oui, c'est difficile. Et puis qui en plus... on a tous été adolescentes, c'est tout plein de rébellion, c'est une envie d'émancipation et en même temps une trouille pas possible. Enfin, c'est compliqué l'adolescence. Et en plus, quand on est une fille avec ce corps qui change, qui change pas dans le sens où on le voudrait forcément, qui attire des regards auxquels on n'est pas forcément préparé. Enfin, c'est vrai que c'est pas simple cette période-là. Et je crois qu'on a tout eu à un moment où on n'est pas forcément bien dans ses baskets. Et je pense que vous avez une plume qui vient justement se poser sur ces endroits-là et apporter quelque chose de très positif. Donc voilà, je redonne le titre et je montre la jolie couverture de La lumière était si parfaite chez Fleuve. Karen Ponte, vraiment c'est un livre qui nous donne envie aussi d'aller chercher les Romy qui sont dans nos vies ou peut-être nous-mêmes d'être une Romy, cette amie qui s'assume, qui cherche la couleur. Mettons des robes à fleurs. Alors moi je dis ça, la mienne est noire aujourd'hui, mais, mais moi j'ai mis au moins des pois. Mais oui, il faut mettre, il faut mettre de la couleur et surtout de l'énergie, de l'optimisme. En fait, voilà, Romy, c'est ça, c'est une boule d'énergie, une boule d'humour. Voilà, c'est la touche humour du roman pour le coup dans ses réparties. Qui est tellement nécessaire. Et puis il y a tellement de façons de mettre de la couleur aussi, pas forcément avec des robes à fleurs, mais ça peut être, c'est ce que nous montre Romy, c'est ce que nous montre le livre. Il y a tellement de façons d'aller chercher de la magie et de la vie. Donc voilà, je vous remercie Karen Ponte pour cet échange. Merci pour ce livre, La lumière était si parfaite. Et puis on a hâte de lire les prochains, puisque vous êtes partis, là, vous êtes débloqués. J'ai terminé une 3e comédie de Noël. Là. Donc j'ai terminé il y a 2-3 semaines, donc voilà. On est impatients de lire. Merci encore. Merci à vous.